Alors Mathieu, t'as vu, après toi et VDB, en fait, c'est Pujadas qui s'est fait virer de France 2. C'est vrai qu'il se fait virer. Apparemment, lui non plus ne faisait pas rire Delphine Ernotte. Je crois qu'il y a ça. Mais il est pas marrant, il devrait être plus marrant quand il présente le truc. Tu sais, quand il dit que les migrants coulent, il devrait faire une blague, pince-mi et pince-moi, je suis sur un bateau, pince-mi tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Tu vois, là, il y a un peu de... Mais c'est vrai qu'il n'est pas, il est pas assez marrant, ce mec-là. Bon, donc tu as été viré par Delphine Ernotte, quoi. Est-ce que tu lui as envoyé ton livre à Delphine Ernotte? Allez tous vous faire enculer? Ouais. Alors, le pire... C'est un super bouquin. Mais le pire, c'est que on parle de plein de personnes dans ce livre, sauf elle, et celle qui nous vire. Alors, comment ça se passe sur W9? Écoute, c'est bien. Non, sérieusement. Non. Attends, tu sais quoi? On passe après les Marseillais. Qu'est-ce que tu veux? Après ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Avec VDB, vous êtes les intellos de imagine, W9. Moi, je dis à mes parents, regardez-moi sur W9, et ils se tapent les Marseillais avant. Ouais. C'est quand même bizarre, hein. Et pourquoi W9 et pas Equidia? Equidia? Putain, mais... je te raconte l'histoire. Tu vois, c'est génial. Le soir où on est viré, Thomas VDB me dit, tu sais, passe à la maison, j'ai du bon vin, on va se bourrer la gueule. Faut pas trop boire, d'accord? L'alcool, machin. Bref. En rigolant, on fait un tweet, comme quoi on aimerait, même Equidia s'ils veulent. Et Equidia nous a tweeté, bienvenue sur notre chaîne. Ah ouais? Ils nous ont dit, on a un budget, bon leur budget c'est quoi, 12 €, mais ils nous acceptaient sur leur chaîne. Ça aurait été marrant de faire Equidia. Ça aurait été cool. Alors, tu fais quoi à la rentrée alors? Qu'est-ce que je fais à la rentrée? La tournée se poursuit, j'ai le Bataclan en octobre. Qu'est-ce que tu vas faire au Bataclan? On va capter le spectacle en vidéo. Ah, c'est une captation? C'est une captation. Non, on est très contents. C'est dur. Moi, si j'étais humoriste, le jour où ils te font la captation, putain, ça doit être une pression, non? C'est, on tourne 2 fois dans, la même salle, à 16h et à 20h. T'as intérêt à avoir un bon public, hein. Pas un public de... J'étais à Aubagne, j'ai joué à Aubagne, et t'as une dame qui s'évanouit dans la salle, tu vois, donc on arrête le spectacle, on va la voir, il y a les pompiers qui sont là, et il y a un monsieur, et vraiment elle était mal en point, il y a un monsieur qui vient me voir, et il me fait « Ouais, j'espère que ça va aller pour elle, hein ?» Et je dis « Ouais, et là il me regarde, il fait « Je peux prendre un selfie ?» Et je dis « Pardon ?» C'est terrible. Alors, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, tu te concentres. Ouais. Tu baisses un petit peu les yeux comme ça. Penche-toi. Après l'hiver, après l'enfer, poussera l'arbre de vie. Tes saisons chanteront encore. C'est beau, hein? On a fait... Je crois que le dernier repas à l'Élysée, on a fait un repas caritatif pour l'Arménie en janvier. C'est-à-dire qu'on récolte de l'argent et tout va dans le chalet d'Aznavour en Suisse. Donc, on avait Hollande, il y avait le président arménien, c'était super classe. Ouais. T'allais à des dîners avec Hollande à l'Élysée? Alors, c'est un repas, donc il y a tous les Arméniens qui sont là, tu sais, ceux qui cherchent du travail. Ça tombe le soir de PSG Barcelone. Ah putain. Donc, moi j'ai mon téléphone, tu sais, et je vois la remontada. Je dis, putain, je suis en train de louper le match de ma vie, parce que moi, pareil qu'il perd, c'est mieux que d'avoir un enfant. Et comme ça. Et donc, je suis allé dans les cuisines de l'Élysée avec le chef étoilé. Et t'as regardé le on match a bouffé sur son iPhone. C'était le meilleur déjeuner présidentiel. C'est mieux que François Hollande. C'est mieux. C'est le warm-up. Lolo, tu connais Fianso? Non. Tu connais pas? C'est qui? C'est le nouveau phénomène du rap. Bah, il est là ce soir. Comment ça va? Alors, tu nous connais pas? On arrive. Ce soir, on n'est pas là. On va dormir chez Khaled. C'est pas de ma faute à moi. Si dans nos rues, c'est le Koweït. Ce soir, on n'est pas là. On va dormir chez Khaled. C'est pas de ma faute à moi. Si dans nos rues, c'est le Koweït. Ok, on y va. Seine-Saint-Denis, danger. Armes à feu rangé. Marion, Maréchal. Dakar et Alger. Bamako, Tanger. Marion, Maréchal. Seine-Saint-Denis, danger. Armes à feu rangé. Marion, Maréchal.
Seine-Saint ni danger, arme à feu rangée. Huche, huche, est-ce qu'il nous reste du monde ici? Bien le bonsoir. Les Grémois, comment ça va? J'ai appelé 2-3 potes à moi. Ouais. L'équipe est Toka. Huche. Check. De la lumière à l'ombre, on est en bas ton hall. Un équipage sombre, des gants noirs, c'est ma clique. Pareil, c'est Poudlard, mais d'élite, c'est magique. C'est pas moi qui danse, c'est mes jeans qui m'agitent. Je te reconnaîtrai, ça va, ça vient, ça repart dans une boîte. Des matins, le soleil se lève pour tout le monde. Des matins, la bac se lève que pour moi. Si t'essayes de faire, tu te réveilles assez tôt. Acheter des balles vides et le chargeur, ça détend. Je suis pas devenu un loup pour finir en chien. Ouais, vas-y, l'ancien, mange tant que t'as des dents. Quand la vie nous balade, c'est de la haute couture. On assume la suite, sous 2 grammes de peuple. Les carottes sont cuites, personne parle de neuf. Personne parle de filtre, moi des pas de neuf. Je suis moitié Bakil, je suis moitié Kala. De dragon dans mon dos quand toi t'es pas là. La sauce empâtée, pousse-toi je dois t'es. Pousse-moi de la machin, je te fais le Guatemala. J'ai déjà tout lâché dans les bras de mon frère. Cache pas le nom des morts, sans remords tu le crames. Les regrets d'une vie, les larmes d'un homme ne couleront jamais comme les pleurs d'une femme. Fianzo, l'équipe est Toka. L'équipe est Toka. L'équipe est Toka. L'équipe est Toka. Alger Paris Bagdad. Alger Paris Bagdad. Alger Paris Bagdad. Alger Paris Bagdad. L'équipe est Toka. L'équipe est Toka. L'équipe est Toka. L'équipe est Toka. Alger Paris Bagdad. Alger Paris Bagdad. Alger Paris Bagdad. Alger Paris Bagdad. Faites du bruit ou fout la merde, cher Dissot. Thierry, il n'y a aucune sécurité aujourd'hui? C'est nous la sécu. Ça fait peur hein, quand ils se regroupent quand même. Hein. Tu dis des trucs sombres. Alors Fianso... C'est parce que tes potes t'ouvrent ta gueule, toi? C'est ça, voilà, c'est ça. Et on est plein. Ouais, j'ai vu. Ouais. Mais la ramène pas trop, Laurent, quand même. Ça me fait pas peur, c'est bon encore. Moi, je suis avec toi. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir, la famille. Alors, Fianso, on vient d'entendre donc Toka et Marion Maréchal. Ouais, des extraits. Toka, c'est le morceau du clip qui a fait 22 millions de vues. Celui où, avec tes potes, vous bloquez l'autoroute A3. Ouais. On regarde. De la lumière à l'ombre, on est en bas ton hall. Un équipage sombre, des gants noirs, c'est ma clique. Pareil, c'est Poudlard, mais des lignes, c'est magique. C'est pas moi qui danse, c'est mes jeans qui m'agitent. Je te reconnaîtrai, je te reconnais traître. Ça va, ça vient, ça repart dans une boîte. Des matins, le soleil se lève pour tout le monde. Des matins, la braque se lève que pour moi. Si t'essayes de le faire, tu te réveilles assez tôt. Acheter des balles vides et le chargeur, ça détend. Je suis pas devenu un loup pour finir en chien. Ouais, vas-y, l'ancien, mange tant que t'as des dents. Quand la vie nous balafre, c'est de la haute couture. On assume la suite, sous 2 grammes de puff. Les carottes sont cuites, personne parle de meuf, personne parle de filtre. Alors, c'est comme un tapissage, hein. ouais. Pour moi, c'est le 4. Je reconnais formellement le 4. Alors, dis-moi, sérieusement, quand même, vous avez bloqué l'autoroute A3 et le 13 juin, tu vas au tribunal, quand même. Ouais, on va aller faire un tour, on verra, mais après, blocage, tout est relatif, tu vois. Ouais, c'est cool. Très réussi. Alors, tu as récidivé à Aulnay-sous-Bois 3 semaines plus tard. Ouais, d'ailleurs, c'était une surprise pour moi aussi. On avait appelé 5 personnes, on s'est retrouvé à 500. 3 jours de garde à vue. 8 en tout. Ah ouais. T'as un bon avocat? Un très bon, Maître Ruben. Le célèbre Maître Ruben. Il était bloqué sur l'autoroute aussi, c'est ça? Non, c'est même pas. Alors, l'autre morceau, c'est Marion Maréchal. Alors, c'est marrant parce que c'est une vraie déclaration d'amour à Marion Maréchal Le Pen, quand même, non? J'ai dit Marion Maréchal, tu as dit Le Pen. Ouais, d'accord, ouais. Touche à rien, toi. Je surveille, tu touches à rien. Tu as dit, elle a un côté doux, cette meuf. Ouais, un peu, je trouve. Ouais, c'est vrai, ouais. On n'est pas d'accord? Tu pourrais la pécho? Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a moyen. Marion Maréchal. Alors, vous avez manifesté. Vous avez manifesté pour Théo le 11 février 2017.
vous avez ramené le calme, Fianso, en parlementant avec les policiers. Le mec t'a dit, à moins de 10 mètres, je suis obligé de vous allumer. Donc t'as dit, chacun garde les siens. Enfin, ouais, ça a été la chance surtout de ne pas tomber sur un imbécile en face, quoi. Voilà, il a compris, vous avez pu vous arranger. Mais en revanche, concernant Adama Traoré, c'est quand même beaucoup plus radical. Hein, quand même. On voit le tweet, là. L'affaire Adama Traoré mérite un 2e novembre 2005. Est-ce que c'est une bonne idée de démarrer un nouveau novembre 2005? Je reconnais que l'affaire de Adama Traoré, il y a un problème qui n'est pas résolu et qu'il va falloir le résoudre. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais est-ce que ça vaut le coup de démarrer un nouveau novembre 2005? Alors non, pas forcément. Et en fait, il faut recadrer, il faut replacer le tweet dans son contexte, tu vois. Le contexte, c'est qu'à ce moment-là, ma parole, ma voix n'a pas autant de poids que maintenant. Donc oui, effectivement, à ce moment-là, je tweete sur le coup des nerfs, ça m'énerve, ça nous touche. Je comprends que ça t'énerve. Ça nous touche tous. Mais effectivement, aujourd'hui, je le revois, et avec tout ce qui s'est passé pour moi actuellement, et le poids qu'a pris ma parole, effectivement, c'est super maladroit. Ouais. Alors c'est quoi les concerts que tu vas faire là? Parce que les gens qui te voient à la télé vont aller te voir sur scène, là, c'est quand? On est à l'autoroute. On est en tournée depuis quelques mois maintenant. On reprend une grosse tournée en septembre. De toute façon, ça sera affiché sur les réseaux sociaux en général. Donc voilà, ceux qui veulent venir nous voir sur scène, ils sont le grand bienvenus, tout simplement. Très bien. Merci. Ça fait combien de bracelets électroniques là? Je t'inquiète pas. Ils ont compris qui c'était le patron. Et maintenant, voici mon CDD, Tom Villa. Ça va Thierry? Ouais, top. Alors, je viens d'avoir Robert Ménard au téléphone, il voulait revenir aujourd'hui. Je lui ai dit que c'était peut-être pas la bonne émission. C'est pas le bon timing. Il y avait Sofiane qui est venu. On l'a vu, il a fait un clip où il a bloqué l'autoroute A3. Il a fait aussi un clip à la Castellane. La Castellane, tu le connais, c'est la cité la plus chaude de Marseille. Et c'est vrai que j'ai regardé, par exemple, quand t'es piéton sur l'autoroute, ton espérance de vie est de 15 minutes. Et à la Castellane, avec mon physique, c'est 12 minutes. Voilà, c'est à peu près... Voilà. Notre première invitée, mesdames et messieurs, c'est la plus belle fille du plateau. En même temps, c'était pas compliqué, mais c'est vrai. C'est Vita, s'il vous plaît. Et voilà. Vita de son vrai nom, Charlotte Gonin, et vous venez de Mulhouse. Mulhouse, voilà. C'est sûr que sur le papier, ça fait pas grande star et tout. Ça fait plus candidate de L'amour est dans le pré, mais c'est pas grave, c'est pas... Non, mais c'est... Mais c'est voilà, c'est... Il n'y a pas de destin tout tracé, Thierry. Vita qui sort son nouvel album qui s'appelle J4M, Just Me, Myself and Moi-même. Voilà, je ne suis pas très fort en anglais, mais a priori c'est autour de vous, c'est ça, le... Mais c'est pas ça. Hein, c'est pas ça? C'est sur la dualité entre Vita et Charlotte Gonin, justement. D'accord. C'est ça. C'est pas une réponse à toi, mon toit d'Elie Medeiros, pas du tout. Pas moi, viens par Non, regardez la pochette, elle est très belle. Ouais. On dirait une pub La Redoute, c'est bien, regardez. Le cachemire 3 fils, 59 €. Voilà, c'est... Non. Et l'album est formidable. Elle a collaboré avec Kerry James, Jul, Stromae aussi, et vous avez failli collaborer avec Drake. Ouais, on a vraiment failli, ouais. Madénian, il a failli pécho Monica Bellucci, mais il n'avait pas le numéro de téléphone. Sinon, c'était à 2 doigts. C'était le... Alors, Vita, vous allez en parler tout à l'heure, mais qu'on a connu, évidemment, et que le grand public a découvert avec le duo avec Diams, Confession Nocturne. Et vous êtes toujours amis avec Diams, oui? Oui, très amis. Elle n'a pas mis un voile sur votre amitié, pas du tout, c'est pas... Non, pas... Au contraire. Et Vita qui a dit quelque chose de très intéressant, elle a dit « Nous, les femmes, sommes rien sans les hommes ». Enfin, quelqu'un de sensé, tu vois. Non, parce qu'il y a toujours... je le pense, hein. Mais oui, mais moi aussi, je le pense, évidemment. Il y a toujours des crétins pour dire « Ouais, on serait rien sans les femmes ». Honnêtement, quand il faut monter un meuble Ikea ou brancher une Freebox, hein, on connaît la...
Notre invité suivant, c'est le doyen, c'est monsieur Edgar Morin. Edgar Morin. Edgar Morin, 95 ans, voilà la classe. Pour lui, j'endorme 96. 96. Oh là là, 96. Ça passe vite, hein. Le gâteau. C'est pas en juillet? Oui, juillet. Oui, donc vous prenez de l'avance, donc 95. C'est marrant parce que nous, on cherche toujours à se rajeunir. Edgar, il se vieillit d'une année. Non mais c'est vrai, franchement, 95, 96 ans, comme vous, je signe tout de suite. Moi aussi, tout de suite. Non, mais vous avez battu le record de l'invité le plus vieux dans Salut les Terriens. Avant, c'était 90 ans. Et c'était vous, il y a 5 ans, ici même. Voilà, Edgar Morin, vous êtes né à Paris en 1921. Voilà, ça s'appelait déjà Paris ou c'était Lutèce encore? C'était... Non, c'était... Non, mais l'invention de la machine... juste de cesser de s'appeler Lutèce. L'invention de la machine à écrire, ça a dû être une révolution pour vous. Non, mais attendez, on rigole. Mais franchement, 96 ans, et il est sur Twitter, il tweet. Ça, c'est... Ah, c'est le philosophe le plus tweet du monde. C'est le Twitter, quoi. Non, mais c'est... Franchement, vous pouvez nous le dire, Edgar, vous qui avez connu l'époque où on s'envoyait des colombes avec des messages, est-ce qu'avec Twitter, on n'a pas été trop loin dans la technologie? Pour moi, ça me convient très bien. Parce que j'aime beaucoup les aphorismes, les choses que La Rochefoucauld... les maximes donc, et les sentences. J'aime, et comme ça, tout ce qui me passe par la tête, mes réflexions, mes constatations, je les mets là-dedans. Je suis assez content de vous. Thierry est notre 4e invité. Il est parti en duo traverser le désert à cause d'M6. Non, c'est pas Charlie et Lulu, c'est Christophe de Chavannes. Après Michael Youn, Laure Manodou, M. Pokora, Mike Horn a convié Christophe à partager une expédition pour l'émission À l'état sauvage. À l'état sauvage, tout le monde voit ce que c'est. C'est un mélange un peu de Koh-Lanta et de Rendez-vous en terre inconnue, sauf qu'il n'y a pas Lopez qui vient te faire chier quand tu fais caca derrière un arbre. En gros, c'est à peu près ça. Non, mais vous avez descendu en rappel une falaise de 200 mètres, construit un radeau, fait des kilomètres à pied, franchi des torrents. Vous avez eu peur, vous avez eu faim. Ça vous a rappelé un peu la fin de Coucou, c'est nous ou... Christophe qui a dit dans une interview à propos de Mike Horn, ma plus grande crainte, c'était de savoir si j'allais m'entendre avec lui. C'est ça votre plus grande crainte? C'est vrai? Moi, ça serait, je sais pas, dormir en pleine nature, manger des scorpions, boire mon pipi. Il s'en fout, Christophe, c'est un héros. Non, mais d'accord. Non, mais il est tendu, t'imagines? Je pars à la guerre. J'espère qu'on va avoir beau temps. Et pour terminer, Mathieu Madénian, s'il vous plaît. Bah, Mathieu, je le connais bien, c'est un copain. Voilà, c'est pas... Non, mais j'ai pas grand-chose à le... Vous avez fait une tournée ensemble? Oui, on a fait une tournée ensemble pendant 1 an. C'était extraordinaire. On a vu toute la France. C'était génial. Je sais pas, peut-être 2-3 photos. Ah non. Non, mais c'est pas... Je sais pas qui. Je m'attends au pire. Ça c'est une photo avec des gens dedans. Ouais, non, ça c'était Biarritz. La prochaine photo, t'es dans les gens. Non, ça c'était Biarritz, la gare du Midi, Biarritz, c'était magnifique. Il y avait le théâtre d'Épernay, ça c'était très beau théâtre à l'italienne. Il y avait le train et voilà, on peut voir l'appendicite. Alors, parce que non. Non, il y avait... Après, il y a... Ah, ça, c'est quand on fait les cons avec le mobilier urbain. Ah, il y avait les coulisses, voilà. Bon, j'étais... Ouais, alors... c'est pas... J'étais plus gros. Alors... Ça, c'était pour l'anniversaire de Mathieu. Voilà. Il y avait toute sa famille. Je te rappelle de ça, là? C'était génial. Ouais. C'était après un spectacle, ils nous faisaient manger dans la salle. On était 4, ils ont fait un banquet. Ça, c'était après une sieste. Très important de se reposer. Ouais. Et non, et le problème, c'est quand il y a de la grande route, des fois, on fait des nationales, il n'y a pas toujours de station-service. Et du coup, voilà. Alors, attends. C'était... Très bien. Okay. Joue à ce jeu, petit con. Ça, c'était... En fait, on a la Marciac, tu te souviens? On s'était dit, tiens, il y a un champ, autant en profiter. Ah, tu te souviens où t'as fait? Oui, bien sûr. Je me souviens de tout. Bien Là, c'était... j'avais passé la nuit avec ta mère. Je me souviens très bien. C'était le lendemain matin. Bon, Thierry, bonne émission, bon courage. Voilà, c'était le warm-up. On se retrouve tout de suite après la pub pour Salut les Terriens.
Salut les terriens! Salut les terriens! Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur C8 pour Ardisson et Baffy. Vous savez désormais, il faut taper. Très bien. Premier terrien invité ce soir, celui qui doit commencer à en avoir ras-le-bol, qu'on lui demande quand est-ce qu'il refera un talk show à la télévision. Christophe de Chavannes. Vous refaites quand un talk show à la télévision? Non, ça me fait plaisir qu'on pose la question, mais c'est vrai que j'en ai ras-le-bol de ne pas pouvoir répondre, surtout. Ouais. Plus personne n'y croit. Hein. Mais si. Ça, c'est pas faux. C'est mort. C'est pas faux. Autre terrien invité ce soir, l'homme qui résiste à tout, à Hitler, à Staline, à la barbarie, à la bêtise et au temps qui passe, Edgar Morin. Première terrienne à inviter ce soir, la chanteuse qui a quand même un nom de barre de céréales, Vita. Autre terrien invité ce soir, celui qui fait rire tout le monde, sauf Delphine Ernotte, dommage, c'était sa patronne, Mathieu Malignan. En milieu de P1, nous accueillerons le duo le plus culte de l'art contemporain, Pierre et Gilles. En P2, nous accueillerons notre terrien du samedi soir, Abdemazian, atteint d'une maladie rare qui lui détériore la peau. Il a fait de sa différence un atout en devenant un mannequin international et bientôt une star de cinéma. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag CSLT. Et maintenant, on passe à notre Théo Top de la semaine. Christophe de Chavannes, rebonsoir. La dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, vous n'étiez pas au top, mais t'étais où? C'était le temps de l'incertitude, on ne vous proposait rien sur TF1, vous songiez à partir sur France 2 pour présenter Qui est qui. On vous a même proposé Danse avec les stars, mais en fait vous ne pouvez pas danser quand vous n'êtes pas bourré, donc c'est pas faux. Pas, je peux, mais j'ose pas. Non, voilà. Et aujourd'hui, Christophe, c'est le retour en force. H tendre, la croisière des idoles et la tournée des idoles, The Wall, du lundi au vendredi à 19h sur TF1, et À l'état sauvage, en compagnie de l'aventurier Mike Horn sur M6. Finalement, vous avez survécu à cette énième traversée du désert. On commence avec Ashton, donc du 4 novembre. Au 11 novembre, dans le bassin méditerranéen prochain. Donc sur un... Ah, tu leur donnes le bassin quand même? Ouais. Ah oui, non, c'est plus prudent. Tout est prévu. Il y a quand même 28 artistes. 28 artistes pendant une semaine, 2 concerts par jour. Donc ça, vraiment, pour les gens qui aiment faire une croisière, c'est un bonheur. Et pour ceux qui aiment revoir les idoles de leur jeunesse, parce qu'en fait, grosso modo, je suis quand même le seul producteur de la tournée des plus de 50 ans, on va dire. Oui, oui. Et ce qui est bien, c'est que vu les ravages d'Alzheimer dans votre clientèle, vous pouvez faire tous les jours le même concert, ils s'en souviennent pas. Je suis un peu couillon en fait, parce que finalement, il y a des artistes différents tous les jours. Vous avez raison, j'aurais pu faire tous les jours. Bah oui, c'est con. Rassurez-moi, rassurez-moi. Tout de suite. Le bateau, c'est pas le Costa Concordia. Non, non. Ni le capitaine non plus. Oui, le capitaine. Non, le capitaine. Ah oui, il est dangereux. Il faisait mal. Alors, et puis il y a la tournée, donc. Et la tournée qui redémarre en janvier. Le 12 janvier jusqu'au 21 avril. On regarde à quoi ça ressemble. Rêver à refaire un tour
arrivé de chez soi, revint mon premier amour qui me donnait rendez-vous. Donne-moi ta main et prends la mienne, la chassonnée, ça suffit. Roule pas sur le rivage. Emmène-moi danser ce soir, flirtons ensemble enlacés dans le noir. Et voilà. Sous les tam-tam de yeah. Je fais du ram-tam, je me connais. Alors voilà, ça marche très bien. En tout cas, ça donne envie. Vous auriez pu vous ruiner dans cette affaire. Oui. C'est pour ça que j'y retourne. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que j'y retourne, c'est parce que c'était plus compliqué que prévu. En fait, je suis allé un peu sur une impulsion, sans vraiment me rendre compte de l'impact. C'est pas les artistes qui coûtent cher, c'est les prêtres, les médecins. 2 levées de corps par jour. Est-ce que les banques vous soutiennent? Un peu. Non, parce que vous êtes producteur de spectacle, maintenant c'est c'est chaud. Hein. Ça n'a rien à voir, producteur de spectacle vivant avec producteur de télévision, par exemple. Ouais, à la télé, tu sais ce que tu vas gagner, parce que on est payé d'avance chaque semaine pour faire une émission. Là, il faut quand même remplir les salles et tout, c'est pas là. Moi, je vais vous dire un truc, voilà, tu vas pouvoir déconner si tu veux. Moi, j'étais comme un fou avec ma grand-mère, d'accord? Ouais. J'avais une grand-mère de folie, j'étais comme un ouf avec ma grand-mère. Et là, c'est des salles de grand-mère, un peu quand même. Elles ont des lunettes, comme moi aussi, je porte des lunettes, de temps en temps. Donc voilà, et voir tous ces gens avec l'œil un petit peu humide, qui se tiennent la main, qui se regardent en se disant, tu te souviens, il y a 50 ans ou il y a 60 ans, Il va pas t'allumer parce que de toute façon, j'adore ça. C'est ma il adore sa mère. J'invite sa mère. Il adore Madame de Fontenay, c'est vrai. Non, mais même j'adore ce répertoire. Bah oui, le répertoire est top, donc je vois pas où est le problème. Ça. Et les gens adorent ça. Alors, ça c'est la première chose, c'est la croisière des idoles et la tournée des idoles. Et puis il y a TF1, The Wall, tous les soirs à 19h. Alors ce qui est bizarre quand même, le principe du jeu, c'est quand même le fakir du juste prix. Il n'y a pas eu un procès parce que... Non, mais honnêtement, oui, je crois que l'Américain qui a bossé ce truc comme un malade, parce que c'est quand même... Ah ouais, c'est bien branlé, ouais, c'est bien foutu. Oui, je crois qu'il est parti sur le principe d'eux, mais c'est pas une copie. C'est le fakir. Mais je ne connais pas assez bien le fakir pour dire oui ou non. Le juste prix, vous n'avez jamais présenté le juste prix? Je n'ai jamais présenté le juste prix. Merde, si TF1 nous regarde... Non, ça va. Ce que je trouve drôle dans ce jeu, c'est qu'il y a des boules qui tombent et il y a des gens qui encouragent les boules. À droite, à gauche. Vas-y. La boule, c'est une boule. T'as jamais encouragé tes boules, toi? Il parle boule. Non, on apprend des choses. Il y a des questions de culture générale bien sûr, qui ne sont pas inintéressantes. C'est une machine de guerre, le jeu. Alors, vous, c'est plus du tout bonjour les coucougnettes. Il est où le cochon? C'est plus ça du tout. Non, vous êtes là avec des lunettes. Il y avait un cahier des charges. Ah oui, vous êtes vachement sérieux. On m'a demandé d'être un peu plus sérieux. Et là, on va ouvrir un peu plus au divertissement parce que c'est l'heure. Mais les lunettes, j'en ai dans la vie. En fait, pour ne rien vous cacher, c'est la première fois ce soir depuis 2-3 ans que je ne mets pas de lunettes. Thierry Ardisson. Ah merde! Eh ouais. Alors, il y a un problème. Ça marche très très bien, mais imaginons que la fiction que TF1 va mettre à l'antenne en Access Prime Time courant juillet. Imaginez que cette fiction soit un carton type Plus belle la vie. Est-ce que le jeu va être avancé dans la journée ou est-ce qu'il va être supprimé? J'en sais rien du tout. Il faut vous en préoccuper, mon garçon. Oui, mais il faut s'en préoccuper. Mais qu'est-ce que je vous dise? D'abord, 1, je ne suis pas diffuseur. Ouais. 2, en ce moment, les conversations, c'est quand même... ils gardent un peu secret leur truc. Ouais. Et puis maintenant, je ne sais pas. Non, parce que le problème, ça serait que ça serait dommage de revenir à ça. J'espère que la prochaine fois, vous serez toujours au top, Christophe. Écoutez, j'espère bien, oui. Vous êtes au top aussi sur M6, donc après M. Pokora, Michael Youn, Laure Manodou, vous êtes le prochain participant à l'émission de M6 qui s'appelle À l'état sauvage avec Mike Horn. Vous êtes partis tous les deux en Amérique du Sud, dans la région la plus sauvage du Venezuela, le monde perdu. Vous avez vu des dinosaures? Non, mais on a des cailloux, Il a trouvé des vieux chanteurs. Christophe de Chavannes. Non mais c'est dingue.
Est-ce que c'est vrai que vous avez descendu en rappel une falaise de 200 mètres? Ils ont commencé un truc un peu chaud, oui. Ils ont commencé par un truc où moi, j'ai jamais fait de rappel de ma vie. Je n'aime pas ça. Non. BCG. Ah oui. Quand je regarde des alpinistes à la télévision, j'ai un vertige. J'ai un peu mal au cœur. Ouais. Et voilà, ils m'ont posé en hélico sur un caillou. Alors quand je suis arrivé en hélico, je fais ouais, d'accord. Bon. Puis autour, c'était très sauvage, hein, voyez-vous. C'était très très sauvage. En fait, c'est une espèce de montagne qui a dû exploser il y a quelques millions d'années. Et donc il y a 2 montagnes explosées, puis au milieu une grande vallée et rien. Puis l'hélico s'est barré. Ah oui. Et je l'ai vraiment vu disparaître loin, tout petit. J'ai dit là... Pour vous, c'était extrêmement difficile, effectivement. Pour Mike Horn aussi, parce que passer 5 jours avec Christophe de Chavannes... Très dur. Là, je suis pas sûr d'y arriver. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est diffusé le 12 juin. Vous tuez un peu le suspense en étant là ce soir, en fait. Ouais, ça aurait été plus marrant de savoir si vous aviez survécu ou pas. Ah oui, mais en même temps, est-ce que c'est moi? Ouais. Bah, j'ai pas mes lunettes, hein, je peux pas vous dire. Pas vous. Vous avez croisé Frédéric Lopez là-bas? Non, on a croisé personne. Non, mais c'était chaud. Même pas vu un gilet en laine accroché à un arbre? Non, rien. Non. Pas du tout. Non. Alors votre chien n'y est pas allé parce que vous aviez peur que Mike Horn le bouffe? Non. Dans le meilleur des cas. Non. Adek n'est pas de ce genre. Oui, mais Mike, oui. Mais c'est ça. Tu lui diras. Faut dormir que d'un œil. Tu lui diras, Mike Horn. Bah, ils m'ont demandé de le faire. Ah bon? Tu vas le faire? Je cherche une excuse, en fait. Alors, le problème, c'est que vous n'aviez pas votre gel. Coiffure. Ça le gêne pas, Mike. Non, Mike. À la guerre comme à la guerre. Et alors, Mike Horn a été obligé de fabriquer du gel avec du sperme d'iguane. Vous êtes complètement couillon. Il est très gentil, Mike. Est-ce que vous avez visité des plantations de coca? Mais il n'y avait rien, il y a des cailloux. Ah, il n'y a pas de coca? J'ai marché sur des cailloux humides et glissants pendant 4 jours, et dans la jungle, j'ai marché dans la terre humide et sans voir non plus le ciel. En fait, j'ai pas beaucoup profité du paysage parce que j'avais tellement peur de me faire mal que je regardais tout le temps où je mettais les pieds. Bravo, en tous les cas. Bravo, Mike Horn. Alors, vous ne serez pas étonné, Christophe de Chavannes, que je fasse une interview comme tout bon animateur. Christophe, est-ce que, comme tout bon animateur télé, vous êtes très bien payé? Alors, plus ça va, plus c'est dingue. Ah ouais? Ah, c'est énorme. Le métier vient comme ça. Moustache. Ah oui. Ouais, est-ce que, comme tout bon animateur télé, vous insultez vos assistants? Ah, je peux pas blairer le petit personnel, donc bien sûr. Ouais. Ah oui. Tout le temps. Ouais. Ah, ça, on peut le comprendre. Hein. Oui, ça. Est-ce que, comme tout bon animateur télé, vous n'avez aucune culture? Ah, je suis totalement inculte. Oui. Je vous dis Boileau, par exemple. Excusez-moi? Boileau. Ah, ben ça, c'est quand j'ai soif. D'accord. Est-ce que, comme tout bon animateur télé, vous ne faites que lire vos fiches, finalement? C'est-à-dire, je lis peu. Oui. Alors, même les fiches... Est-ce que, comme tout bon animateur télé, vous avez fait des implants? Là? Non, là. Ah, non. Pourquoi, tous les animateurs font des implants? Ah bah oui, tous. Ah, mais il faut que j'en fasse, Coiffe d'Arvor, Fogiel, Laurent Tanam. J'ai rendez-vous mardi. Est-ce que, comme tout bon animateur télé, vous avez pris de la drogue? Alors, dès que je suis malade, je fais comme tout le monde, moi. Ouais. Je prends un grog. De la drogue? Ah non, pardon, non. Grog, oui. Jamais de drogue. Grog. Est-ce que, comme tout bon animateur télé, vous trompez votre femme? Bien sûr. Ah, mais bien sûr. C'est la base, hein. Sinon tu fais pas de télé, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et puis ça sert à rien d'avoir une femme non plus. Bah ouais. Non, bien sûr, ouais. Je suis infidèle, mais non, je suis d'une fidélité. Non, là, il y a des moments, il y a des gens qui vont dire quand même, qu'est-ce que c'est que cet enculé? Non, je suis comme ça, je suis d'une grande fidélité. Mais vous n'avez pas de femme en ce moment? Si, ça fait 15 mois. Elle est là. Ah! Et ça, c'est quoi? Est-ce que, comme tout bon animateur télé, vous auriez aimé être un artiste? Oui. Alors, chanteur? J'ai un respect énorme pour les chanteurs qui, tout seuls, font des salles avec des dizaines de milliers de personnes et ils sont là, seuls, sur scène, et ils les tiennent. Des stand-uppers comme Mathieu ou comédiens. Ouais. Est-ce que, comme tout bon animateur télé, dès qu'on vous reconnaît pas dans la rue, vous êtes en panique?
Ah ouais, total. Ouais. Ouais. Alors, je me mets devant les jambes, je fais comme ça. Alors Il est où le cochon? Non, il est où le cochon? Alors Et là, ils vous reconnaissent. Est-ce que, comme tout bon animateur télé, vous êtes malheureux, finalement? Alors là, on prend 4 heures. Ouais. On en parlera un autre jour. Oui ou non? On en parlera un autre jour. Et oui, il est malheureux. Mais non, je suis très heureux. Non. Mais si. Non. La notion du bonheur, attendez, les enfants, on va pas faire ça en 5 minutes. Ouais. Ça va. Et on passe maintenant à notre grand invité d'honneur de la semaine. Edgar Morin, rebonsoir. Edgar Morin, mesdames, messieurs, 95, bientôt 96. C'est fou, moi je vous en donnais à peine 94. Hein, vraiment, c'est extraordinaire. Alors c'est pendant la résistance aux nazis que d'Edgar Naum, vous êtes devenu Edgar Morin. En fait, Edgar Morin, c'est votre nom de guerre, en fait. Pendant la résistance, oui. Ouais. Au départ, c'était Magnin, comme le héros de L'Espoir d'André Malraux, et puis c'est devenu Morin. Oui, parce que j'ai dû changer de pseudonyme. Mon ancien pseudonyme, c'était Edmond. Ouais. Et comme la Gestapo le connaissait, donc j'ai dit que je changeais de pseudonyme. J'allais à Toulouse à une réunion d'autres résistants. Et à la camarade qui m'attendait à la gare, je lui ai dit, à partir de maintenant, je m'appelle Manin. Et quand je suis arrivé à la réunion, elle a dit, je vous présente le camarade Morin. Et voilà. Alors vous êtes issu, Edgar Morin, de ce qu'on appelait les Israélites du Levant, c'est-à-dire les Juifs séfarades originaires de Salonique. En 1919, votre père, Vidal Naoum, émigre à Ménilmontant. En 1920, il épouse votre maman, Luna. Il ouvre un commerce de bonnetterie et vous naissez en 1921. Éducation laïque. Vous dites, pour moi, juif était un adjectif comme un autre. Je me considère plus comme du peuple maudit, c'est-à-dire celui des victimes, que comme du peuple élu. Tout à fait, ouais. J'assume. Ouais. Parce que je pense que quand on a eu des ascendants qui ont été persécutés, on ne peut qu'être que pour tous les persécutés, quels qu'ils soient. Dont les Palestiniens. Bien entendu. Vous avez 10 ans quand votre mère meurt d'une crise cardiaque. Vous dites avoir vécu ce drame comme un Hiroshima intérieur. On m'a raconté que ma mère était partie en cure. Et puis un jour, j'étais au square Martin-Nadeau, à côté du Père Lachaise, et j'étais sur le gazon, je vois des souliers noirs, un pantalon noir, un homme tout en noir qui était mon père. Et en un éclair, j'ai tout compris. Ouais. Mais il continuait à me raconter que ma mère était en voyage, en cure, etc. Ouais. Et moi, ce qui m'a beaucoup affecté, c'était pas seulement cette mort, mais le fait qu'on me racontait des histoires, ouais. Qu'on me mentait. Ouais. Et ça m'obligeait moi-même à cacher mon chagrin, que je pleurais dans les cabinets. Donc, si vous voulez, ça a été une coupure à l'égard de ma famille et qui m'a poussé à l'extérieur, dans les rues, notamment c'était à Ménilmontant, voilà. Et d'aller au cinéma sans arrêt. Voilà. Alors, vous dites que ce drame, en fait, vous a arrêté au stade de gamin. Et c'est vrai que vous avez gardé en vous de la gaminerie, en fait. Vous êtes un gamin toujours, non? Écoutez, j'ai une âme de 16 ans dans un corps de 96. Eh oui, c'est tout le problème. Alors, vous êtes au lycée quand il y a des émeutes, évidemment, d'extrême droite à Paris. On se souvient, 1934, les ligues, etc. C'est l'époque de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler à Berlin. Tout ça vous pousse vers la politique. Vous aidez les anti-franquistes, les républicains espagnols. Et là, vous prenez votre carte du Parti communiste français. À l'époque, vous êtes pacifiste.
Mais très rapidement, contrairement à beaucoup de pacifistes qui sont devenus collaborateurs, vous entrez dans la résistance, donc sous le nom de Morin, dans le réseau de François Mitterrand et de Marguerite Duras. J'ai appartenu à un mouvement de résistance qui avait commencé au Stalag 11B dans un camp de prisonniers de guerre. Et ce mouvement-là a fusionné avec celui de Mitterrand. Ouais. Donc je me suis trouvé après sous la responsabilité de Mitterrand. Qu'est-ce qu'on respecte plus aujourd'hui que les gens qui étaient dans la résistance? C'est vraiment... Vous êtes un modèle. En tous les cas, Edgar, ça vous a rendu résistant de résister. Parce que vous êtes vraiment en forme, ça vous a fait du bien. Heureusement que tu n'as pas mis des branches. Ouais, j'ai pas mis des branches, justement. Alors, c'est vrai qu'après les barbaries du XXe siècle, que sont le nazisme, le stalinisme, le maoïsme, deux nouvelles barbaries nous menacent, dites-vous. La première, évidemment, c'est l'islamisme. Et la deuxième, c'est le libéralisme. C'est-à-dire que vous êtes extrêmement opposé au libéralisme. Pour vous, le règne du calcul et des chiffres est néfaste. La première barbarie, j'appelle le fanatisme, dont évidemment la forme extrême est celle de ces daïstes qui font des attentats. Nous sommes menacés par un retour des fanatismes. Et ce n'est pas tellement le libéralisme économique, c'est qu'aujourd'hui, la finance a pris un énorme pouvoir dans le monde et dans notre pays. Et que ce pouvoir de la finance fait en sorte que l'économie mondiale est dérégulée, que les inégalités croissent, que l'appropriation de terres un peu partout dans le monde fait que maintenant il va y avoir des famines en Afrique et en Asie. Autrement dit, nous avons aujourd'hui affaire à cette domination du pouvoir financier. Et en plus, c'est pas seulement ça, c'est que notre civilisation est entrée dans un processus, disons, de déshumanisation intérieure avec le pouvoir du calcul et des chiffres. Parce qu'avec les chiffres, vous ne pouvez jamais connaître la joie, la souffrance, le malheur, rien de tout ça. Vous dites l'époque me rappelle l'avant-guerre, le même somnambulisme, la même marche inconsciente vers la catastrophe. Pour moi, le péril, c'est qu'on marche vers toute une série de catastrophes que l'on voit déjà, qui ont déjà commencé, parce que, regardez les migrations. Vous avez les migrations de famine qui viennent, par exemple, du Sud-Soudan. Vous avez les migrations de guerre qui viennent d'Afghanistan, qui viennent de Syrie, qui viennent d'autres pays. Et vous aurez les migrations climatiques, puisque celles-ci, les changements de climat. Ouais. Donc, si vous voulez, on est dans une époque où tout devient absolument incertain, les menaces planent, les inégalités vont provoquer elles-mêmes des nouveaux chocs. Donc, c'est le somnambulisme, c'est qu'on vit au jour le jour. On vit uniquement l'œil fixé sur quelques chiffres qui nous disent « tout va très bien, Madame la Marquise ». Et on ne voit pas c'est qu'on va vers l'abîme tranquillement. C'est ça l'analogie avec l'avant-guerre, le somnambulisme politique. Alors Edgar, qu'est-ce qui vous indigne le plus aujourd'hui, à part l'absence d'un traitement contre la calvitie? Qu'est-ce qui vous indigne? C'est pas l'indignation, c'est l'horreur parfois, la tristesse, le dégoût. Parce que, je cite, tout à l'heure vous venez de parler de l'avant-guerre, il s'est passé un processus dont le résultat était des dizaines de millions de morts. Et aujourd'hui, le pouvoir destructeur des armes, avec l'arme nucléaire, s'est accru. Aujourd'hui, vous avez même la cyberguerre. On peut entièrement paralyser une nation en paralysant ses communications d'Internet. Aujourd'hui, vous avez des armes chimiques fabuleuses. Donc, si vous voulez, l'humanité a créé les moyens de se suicider. Et on n'est pas conscient qu'il faut absolument empêcher les forces de folie, parce que je pense que c'est le délire, c'est l'inconscience qui nous entraîne. Il y a une lutte
permanente, éternelle, entre ce qu'on peut appeler Eros, les forces d'amour, de liaison, et Thanatos, les forces de mort, de dispersion, de dégâts. Et je pense qu'à ce moment-là, prendre le parti d'Eros, ça fait du bien. Même si on va échouer, le fait qu'on est là, avec des gens qu'on aime, des gens qu'on estime, je pense que c'est ça qui est tonique et c'est ça qui est important. Être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé. Alors Edgar, vous avez écrit 80 livres, ça correspond à 1 livre par an depuis l'âge de 15 ans. Le dernier s'appelle Connaissance, ignorance, mystère, c'est publié chez Fayard. Et vous citez la phrase de Friedrich Schlegel qui est « Qui augmente sa connaissance, augmente son ignorance ». Oui, c'est une chose qui a déjà été remarquée par Pascal et qu'aujourd'hui, les formidables acquisitions de connaissances des sciences, notamment sur l'univers, sur la vie, font découvrir un inconnu, un mystère incroyable. On dit, ah oui, l'univers est né d'un Big Bang, c'est-à-dire il est né du vide, mais ce vide est plein d'énergie potentielle, ce qui est absolument illogique. Oui. Donc, si vous voulez, on découvre une créativité absolument incroyable, mais d'où vient-elle? Ça vous emplit de bonheur, ça, hein, c'est-à-dire la création. J'ai un émerveillement, véritablement. Et ce sentiment du mystère est pour moi lié au sentiment poétique de la vie, qui est quelque chose qu'on devrait cultiver, parce que la prose de la vie, c'est ce qu'on fait par contrainte, qui nous ennuie, et la poésie, c'est ce qui nous épanouit, c'est les fusions, c'est l'amour, c'est la sympathie, c'est le jeu. Donc, Mathieu, vous croyez en Dieu? Vous avez une religion? Non. Non, je ne crois pas. Parce que, comme je n'ai pas du tout besoin de cette hypothèse-là, parce que ça m'embêterait de penser comment se fait-il qu'il y a un Dieu extérieur au monde qui l'a fabriqué comme un architecte. Ça me semble très difficile. Et puis, et surtout, je pense que les dieux, ils existent parce que des communautés humaines avec des cerveaux et des esprits humains se créent de ces dieux. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que ces dieux, c'est nous qui les créons. Une fois qu'ils sont créés, ils sont tout puissants, ils nous dominent, ils nous écrasent, ils nous demandent de les supplier, de les implorer, de les adorer. Et moi, donc, dans le fond, je crois que c'est nous qui créons les dieux, et on ne peut pas croire aux dieux. Alors, Edgar, au début des années 70, vous avez passé du temps en Californie. Vous avez goûté un peu aux drogues, pas toutes, mais un petit peu quand même. C'est pas de la drogue, de l'herbe douce. Ah ouais, moi, je m'attends. Mais pour vous, la seule voie vers l'extase, le seul vrai trip, en fait, c'est l'éros. Vous dites que le porno est un rite cosmique, en fait. Vous êtes... les trous noirs. Ouais. Est-ce qu'à 95 ans, on est toujours obsédé par le sexe? Écoutez, on a de l'éros, mais on est un peu affaibli quand même. Oui. Mais on a... Toujours, ça continue toujours. Oui. Mais... C'est pour savoir. Il y a les nouveaux dieux de la mythologie, il y a Cialis, Viagra. Alors, ce que je pense, c'est que l'amour et la fiction... ce sont des choses qui restent très très fortes et dans le fond, qui ne doivent pas et ne peuvent pas disparaître. Pour moi, ce serait le dépérissement total si je n'avais pas de l'affection, de l'amour, de la sympathie, de l'amitié. Mais vous regardez des films de boules encore? Est-ce que vous regardez, par exemple, sur l'ordinateur, est-ce que vous regardez des sites comme YouPorn ou tout ça? Non. Peut-être que vous n'avez pas les bonnes adresses. Non. Oui. On va vous aider. Merci. Et maintenant, mesdames, messieurs, vous ne serez pas étonnés que nous fassions un blind test papy et mamie.
Attention, on est concentré, je veux l'interprète. C'est facile. C'est facile pour toi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans ta tournée, de toute façon. Ouais, je joue pas, alors. Je suis très mauvais. Bon, Bafi, tu laisses un peu jouer les autres. Là, j'ai perdu les 3 dernières semaines, c'est bon. T'as perdu contre Bruce Toussaint, qui est très fort. On y va. Musique. Eddie Mitchell. Ouais. Je l'ai. Eddie Mitchell, 74 ans. Musique. Arrête d'attraper. Arrête d'attraper. C'est moi. Attendez, est-ce qu'on a un micro là? Lionel? J'ai un problème de micro? Non, non, c'est pas que tu as un problème de micro, c'est que, en fait, Vita a appris à chanter Merci. sur Respect d'Aretha Franklin. Un peu, alors. Tu peux nous faire a cappella juste un petit bout comme ça? R-E-S-P-C-T, come on, oh, come to me. R-E-S-P-C-T, come on, talk to me. Oh, you better respect. Oh, you better respect. Oh, yeah, just a little bit, come on. Bravo! Rassurez-vous, ce n'est pas fini, mais c'était très bien. Attention, musique! Ah, c'est bien. Johnny Hallyday. Ouais! 73 ans, Johnny, si tu nous regardes, courage camarade, attention, musique. Rolling. Un jour, j'étais au Bataclan voir un concert et il y avait un type qui dansait avec moi. On dansait, enfin bon, c'était un concert assez sympathique. Il y a un mec qui dansait. On est sorti du concert. Le type est sorti avec moi et dehors il y avait des SDF et le type avec qui je dansais, avec lequel je me cognais, en fait c'était McCartney pendant une demi-heure. Moi, j'avais pas vu que c'était lui. Ah ouais. Et quand je sors, je vois que c'était Paul McCartney. Et quand on est sorti, les deux types le regardent et font. I can get no. Voilà. Et donc McCartney a chanté 10 minutes Satisfaction avec leur deux faire mecs. plaisir. Bien Musique. Polnareff. Putain. Bravo Laurent, là c'est... Ah merde. Oui, mais putain, c'est normal. Musique. Formi, Aznavour. Laissez-le moi celui-là. Formidable. Il est jeune, il a que 93 ans. Au repos, hein. Ouais, attention, musique. Ah mais je suis nul. Guitron. Non. Dylan. Qui a répondu? Ah putain. C'est encore ce connard de... Pardon, de Laurent. Shadows. Hardy. Ouais. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Ah, tu peux pas jouer avec lui. On triche pas, Edgar, on triche pas. Musique. Christophe. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec. Pardon, c'est là le time delay qu'il prend là, c'est même pas une seconde. Ouais. C'est injouable. Ah, il est très fort. C'est injouable. James Bond. Non. Tom Jones. T'as dit Tom, c'est dit Jones. Le point va à Vita. Oh non. Je veux un point. Allez, Cordy. Ouais. Attention, le dernier, c'est Tournée des idoles. Si Christophe de Chavannes ne le trouve pas, ça va la foutre mal. Lui dis pas, au moins tu fous de la tournée. Vas-y, lui dis pas de quoi je on va voir si tu connais les artistes que tu peux jouer. Il allait te souffler. Mais rien du tout. Oh là là. Attention, musique. Marcel. Enrico Macias. Non, Hugo Frey. Qu'est-ce qu'il dit, Marcel Amand?
Si peu toujours droit devant, irons jusqu'à San Francisco. Laurent Baffy, mesdames, messieurs. Edgar, merci d'avoir été avec nous. Edgar Morin, mesdames, messieurs. Bravo. Et on passe maintenant à nos invités, tes cultes de la semaine. Pierre-Gilles, bonsoir. Alors après Philippe Starck, Christian Louboutin, Jean-Paul Gaultier, dans la série Ardisson reçoit ses potes du palace, j'accueille Pierre et Gilles. Alors, à partir de 1976, vous avez commencé à bâtir ensemble une œuvre qui vous classe aujourd'hui parmi les stars mondiales de l'art contemporain. On va regarder un petit peu tout ce que vous avez fait, voilà. C'est magnifique. C'est culte. Alors, Pierre Commois, vous êtes né en Vendée, à La Roche-sur-Yon, en 1950. Tempérament artistique précoce. À 13 ans, vous gagnez un concours de chant à Luchon. Vous vous souvenez de ce que vous aviez chanté? Cowboy Johnny. Ah! Après des études à Genève et un service militaire à Provins, vous débarquez à Paris à 23 ans et vous travaillez pour Dépêche Mode, pour Rock et Folk, pour des magazines. Gilles Blanchard, vous êtes né au Havre en 1953. À 15 ans, vous entrez à l'Académie des Beaux-Arts locale. Puis à 21 ans, vous installez à Paris pour faire les arts déco. Parallèlement, vous réalisez des illustrations pour la presse et la publicité. Et là, le destin. Mieux, le miracle. En 1976, vous vous rencontrez à l'occasion de la fête d'ouverture de la boutique Kenzo, place des Victoires, et vous repartez sur le même scooter. Et depuis 41 ans, vous ne vous êtes jamais quittés. Voilà, c'est vrai. Vous étiez un peu torché ce soir-là, non? Oui, un peu beaucoup. Un peu défoncé, un peu torché. On était très timides, alors on nous a présenté, on a dit vous êtes aussi timides l'un que l'autre, vous allez bien vous entendre. Alors, au-delà de votre histoire d'amour, vous allez vivre une incroyable aventure professionnelle ensemble. Ça commence par une photo prise par Pierre que Gilles s'amuse à repeindre de couleurs vives. Voilà. La bande Velpo, Edwige. Edwige. C'est devenu un classique. Et là, vous avez compris tout de suite que vous aviez trouvé quelque chose et vous avez décidé de travailler ensemble, en fait. Oui. On se sentait tellement bien ensemble, à travailler ensemble. Ouais. On n'a travaillé que ensemble à partir de ce moment. Vous vous amusiez ensemble? Oui, aussi, oui. C'est important. Pardon, mais vous êtes gay? Non, mais c'est mieux de le dire, pour que les gens comprennent chez eux. Bah oui, on s'amusait ensemble. Hein. Ils s'amusaient beaucoup, moi je m'en souviens, parce qu'à l'époque, je travaillais au journal Façade, créé par Alain Benoît. À l'époque était festive. Ah oui. C'était un journal au Halles, en 1976-77, quand j'y travaillais. J'avais trouvé un slogan, c'était « Le journal qu'on lit le matin avant de se coucher ». C'était tout à fait l'époque. Alors, c'est à Façade que je vous ai vu naître, en fait. Ouais, qu'on s'est connus. Voilà, vous illustriez des articles pour Façade. Voilà, ça c'est une série qui s'appelait Bionic, ça c'est évidemment Iggy Pop. Photowriting, on donnait des images à un écrivain, il devait écrire un texte à partir de ça. Ça c'est Bionic aussi, c'est Jemila. Comment elle s'appelait? Zuleika. Zuleika. C'était l'égérie de Thierry Mugler. Ouais. Oui, entre autres. Zuleika. Aujourd'hui, Façade fête ses 40 ans et c'est vous qui êtes en couverture de Façade. Photo
de Jean-Baptiste Mondino. Et pour les 40 ans de façade, il y a une grande fête en préparation avec le DJ du Palace, Guy Cuevas, qu'on a adoré, qu'on adore toujours et qu'on salue ce soir. Et Léonard Lasserie. Voilà. Alors, le dress code de cette soirée, c'est un patch sur l'œil. Alors, on va regarder un petit peu tout ce que vous avez fait, voilà. Dao, Étienne Dao. Ça, c'est moi. Zaya. Zaya. Lio. Ariel Dombal. Stromae. Ouais. Et Pierre et Gilles, voilà. 900 œuvres à tous les deux pendant toutes ces années. Vous voulez pas en faire une de Thierry et moi? Ils n'ont jamais fait Thierry. Alors en ce moment se tient au MUMA du Havre l'exposition Pierre et Gilles, Clair-Obscur, jusqu'au 20 août 2017, qui a été inaugurée par le Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe. On regarde. Les photos, prises par Pierre et peintes par Gilles, retracent 40 ans de leur carrière, avec comme personnages beaucoup de beaux garçons, des stars et des animaux. Un vrai aigle. Et alors là, c'est Jean-Marie. Oui, c'est sa dernière photo. Le travail des artistes mêle bonheur et mélancolie, légèreté et gravité, la vie quoi. Cette exposition est l'un des temps forts des 500 ans. Ces grandes festivités lancées par Édouard Philippe ont pour objectif de changer l'image de la ville. C'est extraordinaire, parce que je vous ai vu vraiment commencer tous les deux en 76. Vous avez choisi une ligne, vous étiez fidèles non seulement l'un à l'autre, mais à cette ligne. Et aujourd'hui, c'est quand même le Premier ministre qui vous accueille au MUMA du Havre, non? Bah oui, c'était une surprise. Normalement, c'était le maire du Havre qui devait nous accueillir. Ouais. Et il s'est transformé en Premier ministre. C'était formidable. Alors, il y a un truc qui est extraordinaire, évidemment, que peu de gens ont vu. C'est l'endroit où vous travaillez depuis 1991, au Pré Saint-Gervais. Oui. On regarde à quoi ça ressemble. Le 27, c'est où, là? Le 27? Ouais. C'est où le 27? Pierre et Gilles, vous connaissez pas? Non. Ici, on met au Quel numéro c'est ici? Ici, on est au 31. Au 31. Hein? 31. 31 ici. Ici, c'est 31? Ouais, donc le c'est à 27, côté, c'est voilà. pas loin, Les alors. 30 mètres à côté. Ok, d'accord. Ok. Bonsoir. Oh non, vous rendez... Oh non. Qui vous avez préféré faire? Oh, c'est tout le monde, hein. Balladur. Zaya, récemment, on aime bien Zaya. C'était la P1 de SLT. On se retrouve après la pub avec Vita et notre terrien du samedi soir, Abdémasiane, atteint d'une maladie rare qui lui détériore la peau. Il a fait de sa différence un atout en devenant mannequin international et bientôt star de cinéma. A tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Christophe de Chaval, de Pierre et Gilles, de Vita, de Mathieu Malignan et de Laurent Baffy.
Et maintenant, nous passons à notre deuxième Théo Top de la semaine. Vita, rebonsoir. Alors Vita, ça veut dire la vie en italien. C'est le deuxième prénom de votre mère et le prénom de votre arrière-grand-mère. Votre vrai nom, c'est Charlotte Gonin. J'ai changé, je me suis mariée, mais c'était Gonin. Vous appelez comment maintenant? Ben Daoud. Vous êtes née à Mulhouse. Oui. Vous avez grandi à Chevinet. Dans la banlieue lyonnaise. Votre père était cadre technique chez Honda. Votre mère, femme au foyer, après avoir travaillé dans la maroquinerie. Vous savez tout. Ah, je sais tout. C'est Tu incroyable. fais du combien? Alors, vous commencez à chanter vers 10-11 ans sur un album d'Aretha Franklin, en cachette, dans votre chambre, en utilisant la bombe de lac de votre mère comme micro. Entre autres, ouais. Faut pas fumer en même temps. Non, c'est sûr. Moi, mes premières expériences de chant, c'est ça, c'est la soul. C'est une berceau. Ouais. À 15 ans, vous intégrez un groupe de rhythm and blues qui s'appelle DSV. C'est vrai, vous savez. Ouais. À 16 ans, DSK. Mais en fait, quand vous voulez vous consacrer uniquement à la musique, ça se passe mal avec votre famille. Ils n'étaient pas du milieu, ils m'ont pas empêché, ils me poussaient pas, ils me prenaient pas au sérieux. Votre mère y a cru quand vous avez eu votre premier succès. Ma mère y a cru quand je suis passée chez Drucker. Eh ben je voilà. me rappelle. Alors là, vous partez à Lyon. Le jour, vous êtes vendeuse dans une boutique de fringues et le soir, vous faites des enregistrements dans les studios. C'est une vie assez difficile. Vous avez un studio de 40 mètres carrés, il faut remplir le frigo. C'est pas très rigolo, là, la période. J'ai pris un appartement, je continuais mes études en parallèle. Puis à un moment donné, j'ai arrêté. Études de commerce. Oui. De commerce international, ouais. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté, j'ai fait des petits boulots parce qu'il fallait payer le loyer. Et puis ça décollait pas. On a mis très longtemps à signer en maison de disque à l'époque. On me disait que j'avais un profil atypique et qu'une voix particulière, une blanche qui Il y a une voix de noir dans un corps de blanche. Oui, on m'a dit ça, c'est un compliment. On me dit pareil. On me dit que j'ai une bite de noir. Non, mais moi, je ne veux pas faire étalage. On me le dit. Et là, le destin. Vous rencontrez Diams à Paris, vous devenez amis, et un jour, Diams vous propose un duo. On regarde. Un duo. Mel, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Mais je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi. Mais viens, arrête, tu sais ton mec t'aime. Ton mec m'a dit tu sais, Mélanie, vie c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas que tu paniques, je te jure. Ton mec assure, ton mec assume, vie, ouais. Ton mec est pur, il te trompe pas, j'en suis Non, sûr. mais tu sais pas, toi, ça fait 2 mois que je sens son odeur. Quoi? Qu'elle laisse des messages tous les quarts d'heure. J'ai infiltré son répondeur, mon mec se tape une autre femme, ouais. Et voilà, Confession nocturne, 16 millions de vues sur YouTube. Et puis le clip parodie de Michael Youn. Alors, vous devenez l'idole des jeunes, et là, Diams vous signe sur Motown France, donc, dont elle vient de prendre la direction. Vous sortez votre premier album, qui s'appelle À fleur de toi, qui est un carton. On peut dire que vous êtes la plus belle découverte de Diams avec Allah. Non, on ne peut pas dire ça. Alors, tout le monde vous parle de Diams, évidemment, toute la journée, mais bon, vous êtes copine avec elle, vos enfants sont proches, vous parlez souvent. Est-ce qu'elle kiffe toujours la vibe avec son mec? Écoutez, je suis pas sa porte-parole, mais c'est vrai que Mélanie, dans le succès et dans la gloire, elle n'était pas heureuse. Elle a eu des moments durs. Et aujourd'hui, elle est épanouie. Et c'est un choix de vie qu'elle a fait. Et moi, je suis son amie et je suis ravie pour elle. Et elle est très, très bien comme ça. Alors, Vita, vous venez de sortir votre 5e album qui s'appelle J4M, Just Me, Myself et Moi-même. Le concept, c'est la dualité entre Vita et Charlotte. Il y a aussi des duos. Il y a un duo avec Jules, il y a un duo avec Capéo, un duo avec Maman. Vous êtes fan de duos. Vous avez fait des duos avec Kerry James, avec Maître Gims, avec Kamel Bent et Robin Thicke aussi, qui est quand même star internationale. Avec qui aujourd'hui auriez-vous envie de faire un duo?
moi, je suis une grande fan de chansons françaises parce que mes parents n'écoutaient pas du tout de soul. Cabrel, vous voulez faire un duo avec Cabrel? Moi, Cabrel, c'est quelqu'un que c'est un Ouais, très grand artiste pour moi, j'adore. Je rêverais de faire un guitare avec Cabrel. Francis, tu nous regardes. Fais une duo avec elle. Alors, dans l'album, il y a Stromae pour Peine et Pitié. On regarde le clip. Quand j'y vais solo. Fallait pas commencer. J'ai pas le cœur tendre, pousse-toi de mon chemin. Faut bien avancer. Paraît que t'es pas bien. Ça fait de la peine. Pitié, pitié. Peine et pitié. Voilà, Peine et Pitié. Extrait du 5e album de Vita. Et Stromae, directeur artistique du clip aussi. Vous avez déclaré avec Stromae, pour la première fois de ma vie, je me suis laissé faire. Il t'a un peu outé ou pas? Stromae, j'ai rencontré beaucoup d'artistes et c'est une des plus belles collaborations, sincèrement, que j'ai eu la chance de faire. C'est un mec génial. Et c'est quelqu'un d'extrêmement simple et c'était un vrai kiff de travailler avec lui. Alors le problème, parce qu'il y a un problème, c'est que jusqu'ici, vos chansons parlaient de mecs qui vous décevaient, de mecs qui vous trompaient, de mecs qui vous quittaient. Mais maintenant, vous avez un mec avec qui tout se passe bien. Un mec mortel. Où allez-vous trouver votre inspiration? Écoutez, le mariage, c'est dur aussi. Hein. Avec votre mari, vous êtes Charlotte ou Vita? Charlotte. Non, je suis son esclave. Vous avez beaucoup de chance. Parce qu'en fait, Hicham, c'est votre âme sœur, non? Ouais, c'est mon âme sœur, c'est quelqu'un qui m'a élevée. C'est important de trouver quelqu'un qui est ambitieux et qui nous élève. Et voilà. Mais c'est quelqu'un d'exigeant, de difficile. Donc voilà quoi. Vous dites c'est quelqu'un qui m'a guéri du passé, de mes erreurs, de mes faiblesses. Ouais. Qui m'a donné confiance. Moi, je suis quelqu'un qui doute énormément. Et comme toutes les filles, j'ai fait plein d'erreurs de jeunesse. Oui, je l'ai raconté dans mes chansons. C'est vrai que vous étiez attiré par les bad boys quand même, hein? Ouais, les mauvais tout court. Ouais. Mais comme plein de filles, quoi. Et puis quand on rencontre quelqu'un, un homme, un vrai, on le sent. Ouais. Oh, on est heureux pour vous. Merci. Est-ce que Dieu vous aide? Ouais, bien sûr. Moi, je suis très croyante et c'est très important pour moi dans ma vie avec mes enfants. Et oui, c'est une vraie force. Vous voulez me faire plaisir? Ouais. Ouais, vous allez me chanter quelque chose. Ouais, je sais que vous aimez la soul. Ah oui, j'adore. Ah, tu peux y aller? Allez-y. Ain't no mountain high, ain't no valley low, no river wide enough, baby. If you need me, you call me. No matter where you are, no matter how far, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, ain't no mountain high enough, ain't no river wide enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Way down in my heart, but we are miles apart. If you need a helping hand, I'll be there when you need me. No, 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 baby, it ain't no mountain high enough. Ain't no, 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 no. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Bravo! Alors, je rappelle que Vita sera au Trianon le 2 novembre et en tournée dans toute la France. Et maintenant, on passe à notre terrien du samedi soir. Abderrahim Mazian, bonsoir. Vous êtes né, Abdé, avec une maladie génétique rare qui détruit
la structure de votre peau. Vous avez vécu dans l'ombre toute votre vie, mais à 35 ans, vous avez décidé de vous servir de votre différence pour faire carrière dans la mode et dans le cinéma. Vous avez décidé de faire de votre faiblesse une force. Ouah, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Vous êtes né le 2 juin 1980 à Charleville-Mézières dans les Ardennes, dernier d'une famille de 10 enfants, mais 10 enfants du même père et de la même mère. Ouais, 10 enfants, ouais. Alors, votre père était forgeron dans une entreprise de métallurgie. Votre mère était femme au foyer. Ils sont tous les deux d'origine marocaine. À 11 mois, vous frôlez la mort. Vous vous retrouvez à l'hôpital pour un arrêt cardiaque. Le problème, c'est que vous ne transpirez pas. Votre température monte très vite. Évidemment, vous risquez la mort. Mais à l'époque, aucun médecin ne sait ce que vous avez, en fait. Ouais, la maladie était très rare. Ouais. Donc, il ne savait pas quoi faire. Pendant des années, vous allez être suivi à l'hôpital Saint-Louis à Paris parce que vous n'avez pas de sudation, vous n'avez pas de poils, vous n'avez pas de cheveux et vous avez un problème de dentition. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous aviez de toutes petites dents, c'est-à-dire des dents de lait. Exactement, ouais. Qui étaient là pour rester toute votre vie. Et il faudra que vous attendiez l'âge de 5 ans pour que les médecins posent un diagnostic. Ça s'appelle la dysplasie ectodermique. C'est une maladie génétique rare, donc qui touche un enfant sur 100 000. Et là où vos parents étaient extraordinaires, c'est-à-dire qu'au lieu de vous placer dans une école pour handicapés, ils ont dit non, non, il sera éduqué comme n'importe quel autre enfant. C'est assez beau quand même, ça c'est courageux. Ils ont fait le forcing avec mes frangins, ils ont été intelligents, ils m'ont éduqué comme un enfant normal. Ouais. Vous avez 6 ans quand votre père quitte la France pour retourner vivre au Maroc. Il avait trimé toute sa vie, à un moment il a envie de rentrer au bled, quoi. Exactement. Ouais, mais il vous laisse quand même avec votre maman, vos frères, vos sœurs, et il vous laisse surtout avec une mère analphabète. Et c'est très compliqué, parce que c'est vous qui êtes obligé de rédiger toute la paperasse, quoi. Ouais, je faisais les deux, j'étais assez mûr quand même. Donc mes frères m'avaient appris à être dur, d'affronter la vie. Donc je bossais jeune, et je faisais les papiers, j'aidais ma mère, et tout le tralala, quoi. En même temps, les frais n'étaient pas tous remboursés par la sécurité sociale. C'est une époque assez dure pour vous. Ouais, il fallait affronter la maladie, et quand on vous dit la maladie n'est pas reconnue, à la Sécu. À l'école, évidemment, vous êtes victime de moqueries, et vous apprenez à vous battre. Je me laisse pas faire, et j'étais basketteur. J'étais jeune basketteur, donc j'étais connu. Ouais, à l'âge de 9 ans, vous mettez au sport, surtout au basket, effectivement. Vous faites tout pour montrer à tout le monde que vous êtes fort. Ouais, même aujourd'hui, j'ai jamais montré mes faiblesses. Ouais. Il n'y a qu'une chose que vous ne faites pas, c'est la natation, parce que vous ne voulez pas vous foutre en maillot à cause de votre corps imberbe. Ouais, exactement, j'ai le corps qui brille. Alors, vous intégrez l'Étoile Charleville-Mézières, donc, quand même. Hein. Vous jouerez au basket jusqu'à l'âge de 21 ans. Vous irez jusqu'en National 2, malgré des problèmes de sudation. C'est-à-dire, quand il y a un match qui dure 1h30, votre température corporelle peut monter jusqu'à 42 degrés. Et là, vous versez des litres d'eau sur le corps et ça fait de la vapeur. Ouais, c'est pour baisser la température, pour tempériser le corps. Ouais. Vous avez une clim, moi, j'en ai pas. Au collège, vous devez affronter les petits caïds de la classe qui vous disent « tête de mort, t'as le cancer, t'as vu ta gueule, on veut pas te voir, etc. » Heureusement, il y a votre famille. Vous travaillez le week-end dans le restaurant de votre frère ou dans le garage d'un autre de vos frères, donc ça vous socialise. Exactement. Évidemment, votre handicap vous interdit de devenir basketteur en pro A, mais vous décrochez quand même le bac scientifique. Vous étiez bon à l'école? Oui, on n'y croyait pas quand j'étais gamin, mais je suis têtu, donc j'ai peut-être redoublé le bac S, mais j'ai réussi à l'avoir. Là, vous essayez de vous intégrer dans le milieu professionnel. Vous avez travaillé à Reims, vous avez travaillé à Avignon. Ça se passe pas très bien. On me donne pas ce que je mérite, quoi. Ouais.
Mais à 23 ans, quand même, à Marseille, vous devenez chef de chantier, quand même. Vous trouvez un job. Moi, je trouve un job que je lâche pas l'affaire. À 29 ans, vous montez une boîte de décoration d'intérieur à Paris, mais vos dents, à l'époque, Abdé, sont un grave problème. Vous devez avaler les aliments sans les mâcher et vous avez des problèmes d'élocution. Donc c'est difficile, quand on a une boîte de décoration intérieure, d'aller voir des clients et on ne peut pas trop parler. Ça vous pose un vrai problème. Et c'est là que vous décidez de prendre votre destin en main. Vous voyez une photo de Winnie Harlow, qui est l'égérie de Desigual, qui est atteinte de vitiligo. Et vous vous dites, en fait, pourquoi pas moi? Oui, c'est exactement ça. Je me suis dit la différence. J'en avais fait une force par rapport au boulot et tout le reste. Ouais. Et je me suis dit, je vais le faire pareil en tant que modèle. Faire de sa faiblesse une force. Ouais, vaut mieux passer de l'ombre à la lumière que le contraire. Vous décidez de vous faire poser des implants. Simplement, votre mâchoire est trop faible pour recevoir les implants, est trop fragile. Vous rencontrez une dizaine de dentistes qui vous disent « Écoutez, je ne peux rien faire pour vous. » Et un jour, vous trouvez un fou qui accepte de relever le défi. C'est le docteur Benoît Philippe à Paris. Ouais. Il était une grande gueule, quoi. Et il m'a dit, moi, je touche pas les 205, je répare que les Jaguars. Ouais. Donc, en gros, c'était mon délire et on s'est compris. Et moi, je connaissais un peu mon problème, donc il a vu à qui il avait affaire. Donc, il m'a opéré. C'est incroyable. D'abord, il commence par vous enlever toutes vos dents, c'est-à-dire vos dents de lait qui étaient toujours là. Il prend un bout d'os de 5 cm dans le crâne, plus un bout de hanche. Il vous greffe ces bouts d'os à la mâchoire pour pouvoir y placer les implants, en fait. Exactement. C'est comme il manque un bout de pare-choc, il reprend l'os, il en remet. Il vous l'a pris où, le bout du crâne? Oui, il l'a pris là. Ah ouais. Parce que j'ai l'os très dur, j'ai les os très durs. Oui, c'est une maladie qui rend les os durs, en fait. Ouais. J'ai les os vachement durs. Alors, 8 heures d'opération, plus 2 opérations de 5 heures pour les dents. Tout ça va durer 2 ans et vous coûter 30 000 €. Ouais. Vous avez payé comment? J'avais beaucoup travaillé, j'avais acheté une chambre de bonne, je l'ai vendue cash. J'ai payé le médecin cash pour lui montrer que je le respecte, qu'il me respecte. Et je lui ai dit que ce serait le cinéma qui va me rembourser. Oui, c'est vrai. Alors, durant ces 2 années de chirurgie dentaire, vous vous rapprochez du monde du spectacle et un jour, vous appelez l'agence Wanted, qui est une agence qui est spécialisée dans les gens qui ont des looks un peu particuliers. Et très vite, vous faites des shootings, vous faites des premiers courts-métrages, jusqu'à ce que Besson vous engage pour faire un petit rôle dans Valérian. Christophe? Mais est-ce que vous ressentez à 42 degrés ce que nous, on ressentirait à 42 degrés, ou est-ce que vous le ressentez différemment? Je ne peux pas me mettre à votre place, vous voyez. Non, mais les frissons, le froid, le chaud... Non. C'est ça? Non, c'est juste mal au crâne. Ah non, d'accord, c'est pas pareil. Super mal au crâne. Mon corps, j'ai rien, j'ai le corps qui bout. D'accord. À 1000%, on le voit quand j'ai chaud. On va le voir. C'est-à-dire, je refroidis mon corps en me mouillant, en buvant énormément. Je suis un chameau, quoi. Alors maintenant, c'est plus dans le basket que vous voulez être respecté, mais dans le cinéma, exactement comme Michael Berryman, donc le fameux acteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui est devenu une star aux États-Unis, qui a fait énormément de films. On vous a vu au Festival de Cannes, parce que vous avez un rôle dans le film Mérique, qui est un film d'anticipation. Et aujourd'hui, vous attendez votre premier rôle, quoi. Ouais, je fais les démarches pour. J'aimerais bien aller aux États-Unis et me faire repérer aux États-Unis ou à Londres. Et garder toujours les pieds à Paris, mais d'avoir un super rôle au State. Ouais. C'est possible? Ouais, bah oui, c'est possible. Tout est possible. Et avec les gonzesses, comment ça se passe? Je suis pudique. Non, je rigole. Ouais, ça va. Ça va? Ouais. Elles aiment ce look un peu... Ouais, il faut savoir que c'est l'opposé, une fille. Une belle gosse, les mecs viennent vers elle parce qu'elle est belle gosse. Donc on voit que son côté beau. Et moi, on voit mon côté physique, mais de l'opposé, on va dire. Donc la nana, quand je lui parle d'une belle gosse, je la comprends de suite. Et elle me comprend, et puis c'est bon.
Et gueule pas quand on te balance de l'eau froide pendant que tu baises. Et maintenant, c'est l'heure de Guillon 2017. Ne bouge pas, reste là. C'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec Stéphane Guillon. À tout de suite. Bonsoir les terriennes, bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Christophe de Chavannes, de Pierre et Gilles, de Vita, de Mathieu Malignan, d'Abdelmaziane, de Laurent Baffy. Et maintenant, c'est l'heure de Guillon 2017. Pour la 3e fois en quelques semaines, et ce sera la même chose le week-end prochain, il est interdit de parler politique à la télévision. Une règle édictée par le CSA. Comme vous le savez, l'influence des humoristes dans ce pays est énorme et la moindre vanne de ma part, une simple blagounette, pourrait influencer dangereusement le vote des Français. Interdire aux humoristes de parler politique à la veille d'un scrutin alors que depuis des mois, le CSA autorise nos politiques à faire les clowns sur toutes les chaînes de télévision, c'est globalement injuste. Que faire donc lorsqu'on est humoriste politique et qu'on n'a pas le droit de parler politique? Pouvais-je ne pas venir, déserter, abandonner le public de C8 déjà meurtri par les très nombreuses affaires qui secouent depuis 15 jours son baba national? Alors qu'un Gérard du pire animateur de l'année vient de lui être décerné son 4e, je me devais d'être là. On ne quitte pas un navire en pleine tempête. C8, c'est avant tout une famille recomposée avec des oncles et des tantes bizarres. Quand je dis tante, n'y voyez aucune connotation homophobe. Des cousins germains, des pièces rapportées d'anciennes gloires, des cagoles, de futurs chômeurs, mais ça reste une famille. Ne pas venir c'eût été trahir, donner raison au CSA. Ne baisse jamais les bras, tu risques de le faire 2 secondes avant le miracle. Nous avons sur ce plateau 2 dinosaures de la télévision, 2 exemples de ténacité et de persévérance. Mesdames et messieurs, Thierry Ardisson et Christophe de Chavannes. De Chavannes, 34 ans de métier, l'homme a survécu à tout. La privatisation, Francis Bouygues, la télé-réalité et même à ses divorces. Le MacGyver du PAF. Percuté un été par une mobilette à Bali, Christophe est toujours là. Être percuté par une mobilette à Bali, un accident qui arrive principalement aux gens payant l'ISF. Les insoumis, eux, sont généralement percutés par des scooters à la Courneuve. Inoxydable Christophe, aujourd'hui encore, nouveau succès sur TF1 avec The Wall, mur de joie ou des lamentations. Oui, il ne faut jamais baisser les bras, surtout en cette période de transfert de mercato télévisuel où les rumeurs les plus folles circulent. David Pujadas sur LCI, William Lémergie sur C8, Daphné Burki sur France 2 et Nora Malagré sur la touche. Il faut y croire. Non. Il faut y croire, même Morandini pourrait retrouver du travail, peut-être pas animateur sur Télétoon ou Gulli. Les tentations seraient trop grandes. Mais un poste de chroniqueur sur Vivolta, où la moyenne d'âge est de 60 ans, est sérieusement envisagé.
Je me devais d'être là. Oui, mais pourquoi faire? Telle est la question. That is the question. Être ou ne pas être? Là est la question. Y a-t-il plus de noblesse à souffrir les coups, les heurts, les outrages d'une destinée désinvolte qu'à prendre les armes contre cet océan de douleur et y mettre fin d'une définitive révolte? Mourir, dormir, rien de plus, et par le sommeil sonner le glas des mots du cœur et des 1000 chocs reçus. Mourir, dormir, rêver peut-être. Au passage, un grand merci à Pascal Sevran pour sa participation. Merci Pascal. Pourquoi citer Hamlet de Shakespeare à ce moment précis de ma chronique? Pourquoi infliger un tel pinsomme au public de C8, un public déjà meurtri, je l'ai dit, principalement pour la beauté de la langue, mais aussi, soyons honnêtes, pour gagner 3 minutes sur cette chronique. Comment faire pour réussir ce challenge? Cette épreuve imposée par le CSA, tenir 10 minutes sans parler politique. Après 3 jours passés à me morfondre sur une feuille blanche, mardi soir, une idée m'est venue. Suite à l'agression d'un policier sur le parvis de Notre-Dame, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une reprise de la chanson de Claude François, « Si j'avais un marteau ». Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, oh, j'y mettrais tout mon cœur, sur tous les policiers, et puis sur les gendarmes, sur toutes les forces de l'ordre, un coup, 2 coups, 3 coups, oh oh, ce serait le bonheur. Ne questionne pas. Pas du meilleur goût, j'en conviens, mais voilà à quelles extrémités le CSA et son règlement inepte peuvent conduire. Évidemment, j'entends d'ici vos commentaires. Demander à Guillon d'écrire une chronique sans politique, ça n'a pas de sens, c'est antinomique. Mais là, j'opposerai un bémol. Il y a parfois de bonnes surprises. Souvent, quand des artistes, des sportifs s'essayent à une autre activité que leur activité de prédilection, cela donne de petites merveilles, de véritable pépite. Qui se souvient aujourd'hui du Yannick Noah, vainqueur de Roland-Garros 183? Personne. En revanche, on se souvient tous du sublime Saga Africa, écrit 8 ans plus tard. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa, attention, les secousses. Après Shakespeare, c'est magnifique. Les exemples sont nombreux. Que dire de Bernard Tapie, homme d'affaires médiocre mais inoubliable, interprète de Commissaire Valence. Voilà. Voilà, pour toutes ces raisons, ce papier apolitique restera lui aussi dans les annales de la télévision. Les 10 minutes sont écoulées, sauvées par le gong. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était Stéphane Millon. Dans vos fronts ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr. Et ben voilà, c'était Salut les Terriens. Votre taupe du samedi soir avec Christophe, Edgar, Pierre, Vi, Mathieu, Abdé, Laurent. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 18h40. À 18h40. D'ici là, sur c8.fr. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.